Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour un update de mes lectures du mois passé. Un récap de tout ce que j'ai lu au mois de mai et un petit aperçu de ce que j'ai prévu de lire au mois de juin. Et croyez-moi, il y a du lourd. Comme chaque mois, j'ai toujours l'impression que j'ai très peu lu, que j'avance très lentement dans mes lectures et finalement, quand je fais un petit peu le compte, j'ai lu 9 titres. À savoir que dans ces 9 titres, il y en a 2 qui sont très courts et il y en a 2 autres que j'ai écoutés en audio. Donc, ça aide un petit peu. D'ailleurs, le dernier, je triche un petit peu parce qu'on est déjà au mois de juin de mon côté et je l'ai terminé il y a quelques heures seulement. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le compter pour le mois de mai. Et on démarre tout de suite, évidemment. Sur ces 9 titres, il y en a 3 que j'ai lus dans le cadre d'un vlog et dont je vous en ai déjà parlé. C'était pour le vlog épisode 4 du Best of Booktube et là, j'avais lu des titres que je pensais qu'ils allaient me faire pleurer. Ça a été un semi-succès. J'ai évidemment lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est celui qui m'a fait le plus pleurer. En fait, c'est même le seul qui m'a fait pleurer finalement. C'est du contemporain et c'est de la littérature française. Et moi, c'est pas forcément le genre de lecture que j'apprécie. Et pourtant, ça a été une très très belle découverte. Et j'ai été très agréablement surprise par cette lecture. Je vais pas revenir dessus puisque j'en parle assez longuement dans le vlog, tout comme les 2 autres titres que j'ai lus dans cette vidéo d'ailleurs. Le second c'était La librairie Morizaki, dont j'ai évidemment oublié le nom de l'auteur, mais là aussi une lecture qui m'a agréablement surprise, qui m'a beaucoup plu, et c'est une de ces lectures que j'ai lues très rapidement. Je l'ai lu en moins de 2 jours, en moins de 24 heures même. C'était un court roman, il faisait 190 pages si ma mémoire est bonne, et ça se dévore, ça se lit tout seul. Bon, par contre, il m'a pas du tout fait pleurer. Et le 3e titre de ce vlog, c'était La petite ville des grands rêves de Frédéric Backman, un auteur que j'avais déjà lu et qui m'avait subjuguée par son style d'écriture. Et autant dire que ce titre-là, ça a été une grosse déception. Non seulement j'ai pas pleuré, mais en plus j'ai juste pas du tout accroché à l'histoire, à part peut-être sur les 50-80 dernières pages. Mais bon, ça n'a pas du tout rattrapé l'expérience de lecture. En dehors de ce vlog, j'ai aussi démarré et donc enfin terminé. J'ai mis le temps, ça m'a pris quasiment tout le mois, mais j'ai commencé et terminé au mois de mai. La rose et le serpent de Julie L, qui est publié aux éditions ActuSF, dont je suis partenaire depuis quelques temps. C'est un one-shot de fantasy assez épais. Vous comprenez donc que ça m'ait pris une grosse partie du mois pour le terminer. Un roman de fantasy donc où la magie certes existe, mais je trouve qu'elle est très légère, elle est assez presque superficielle. C'est vraiment pas le centre, l'intérêt de ce roman, mais cette petite touche de magie a été très sympa. Dans ce roman ici, on va suivre 2 points de vue différents. Celui de Soren qui est un duelliste à gages. Il vit de ses combats à mort et c'est assez illégal d'ailleurs, mais il va très vite se retrouver plus ou moins obligé à servir un des hauts politiciens d'Ankora, le pays dans lequel il s'est installé. Et l'autre point de vue, c'est celui d'Alana, une jeune femme, une jeune mage qui essaie de trouver sa place à la fois dans sa famille et dans sa société, puisque malheureusement pour elle, elle est une bâtarde, elle est la fille illégitime du commandant de la brigade impériale dans laquelle elle essaie justement de faire ses preuves. Et ces 2 personnages vont se rencontrer à un moment précis et je ne vous en dirai pas plus, mais disons que c'est évidemment toute l'intrigue de cette histoire, puisque chacun d'entre eux a une histoire et un passé assez particulier qu'on va découvrir tout au long de cette lecture, et c'est ce qui aussi construit justement l'intrigue de ce roman. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu du mal à accrocher à cette lecture parce que je lisais d'autres titres en même temps, mais à partir du moment où je me suis entièrement focalisée sur celui-ci, où je me suis concentrée dessus et où je n'ai lu que celui-ci, j'ai été complètement happée. Ceci dit, depuis le début, depuis les premières pages, j'ai été absolument subjuguée par le style d'écriture de Julie L. C'est son premier roman, on n'a pas du tout l'impression. J'ai été très agréablement surprise parce que j'avais presque l'impression de lire du Robin Hobb finalement. On a un vocabulaire élaboré mais pas trop, un univers très bien construit, avec une magie encore une fois assez légère mais qui a plus ou moins son importance. On est vraiment dans du médiéval fantastique finalement, dans de l'heroic fantasy. Et je vous avoue que même si l'intrigue elle reste assez simpliste entre guillemets, du fait du style d'écriture de l'autrice et de la construction du roman, ça reste hyper intéressant à lire malgré ses quasi 700 pages. On a des personnages hyper bien construits, des arcs narratifs vraiment très intéressants à suivre et à creuser, et des personnages secondaires qui sont aussi assez intrigants. En bref, si vous aimez les gros pavés de fantasy avec une pointe de magie mais surtout des complots politiques, des quêtes de vérité et des histoires de vengeance, lisez La rose et le serpent.
Personnellement, je vais garder les yeux grands ouverts parce que Julie, elle, j'ai vraiment apprécié son style d'écriture et j'ai hâte de lire autre chose de cette autrice, même si ça prend 5 ans. En parlant d'heroic fantasy, de médiéval fantastique, évidemment, j'ai poursuivi la lecture commune de L'Assassin Royal, justement, puisqu'on a lu ce mois-ci le tome 2 du cycle L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et là aussi, encore une fois, sans surprise, je me suis régalée. Un tome un petit peu plus lent, j'ai trouvé. On sent qu'on continue à mettre en place pas mal de choses et qu'on va avoir quelques révélations, j'espère, dans le tome suivant. Dans tous les cas, malgré la lenteur et la mise en place des choses, j'ai quand même beaucoup apprécié ce titre. J'ai extrêmement hâte de poursuivre. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour la lecture commune, je vous glisse le lien du Discord dans la barre d'infos juste en dessous. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome 2, c'est qu'on poursuit évidemment dans la lancée de notre découverte de Fitz Chevalerie et de ses aventures. Même si, comme je vous le disais, il ne se passe pas grand chose, on est plutôt dans la lenteur et dans la mise en place d'événements à venir. J'ai bien aimé continuer à découvrir, à explorer la relation qu'il bâtit avec Vérité, son oncle. Sa relation aussi avec Royal, son autre oncle, qui lui est carrément machiavélique. J'ai hâte de lever le voile sur ce qui va se passer pour Subtil, le roi qui est toujours en place et qui commence à aller vraiment pas bien. Et de voir ce qui va se passer avec Molly, qui est un personnage féminin qui évolue dans l'entourage de Fitz Chevalerie, notre personnage principal, qui je pense va avoir son importance, mais j'ai l'impression qu'elle va souffrir. Bref, je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer à découvrir ce cycle, lire le tome 3 au mois de juin et continuer à explorer avec Fitz Chevalerie l'univers de Robin Hobb. Ensuite, en version audio, j'ai écouté Rien n'est vrai de Lisa Jewell et j'avais assez hâte d'enfin découvrir ce titre. Je le voyais passer un petit peu partout et je n'ai vu que des très bons échos, à tel point qu'il fait partie de la sélection du prix Babelio 2025 dans la catégorie polar et thriller. Donc là, je vous avoue que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il était en audio justement et je l'ai dévoré. C'est un thriller, donc forcément ça se dévore, que ce soit en version papier ou en version audio, mais j'ai eu énormément de mal à le lâcher. C'est assez addictif, d'autant plus qu'on va suivre ici deux personnages avec un point en commun assez particulier, elles sont jumelles d'anniversaire. Elles partagent le même anniversaire, elles sont nées le même jour, la même année et au même endroit. Donc avec toutes ces similitudes qu'elles vont découvrir, elles vont se rapprocher et grand mal leur en a pris. Il se trouve que l'une d'entre elles crée des podcasts autour des femmes fortes, de la féminité. Et autant vous dire que quand elles vont décider de créer un podcast autour de leur rencontre, Alix, la podcasteuse, la journaliste, va se rendre compte que tous les secrets ne sont pas bons à révéler. Alors autant j'ai adoré les prémices, j'ai adoré la mise en place de toute cette histoire. Par contre, pour les révélations et la fin, j'ai été assez déçue. J'ai trouvé que c'était finalement très prévisible. Et même si le titre nous dit que rien n'est vrai, voilà, je suis restée sur ma faim, je vous avoue. Autant, voilà, les 70-80%, je les ai dévorés, je me suis régalée. Les 20-30% restants, je suis restée sur ma faim. J'ai trouvé que c'était assez bateau, assez... pas forcément bâclé, mais juste trop simple. Et moi qui ne vis que pour les plot twists, j'étais assez déçue de finalement découvrir que ce n'était pas un vrai plot twist, pas à mon sens du moins. Donc voilà, un thriller psychologique qui était assez intéressant, bien construit, mais décevant sur la fin. Après ça, j'ai poursuivi avec un autre thriller psychologique qui venait de sortir et c'était une nouvelle et j'ai mis 1 heure pour le lire tout simplement. C'est le tome 2.5 de La femme de ménage, la série de Freida McFadden. C'était donc La femme de ménage se marie. J'ai attendu volontairement que cette nouvelle sorte avant d'enfin découvrir le tome 3, La femme de ménage voit tout. Alors même si en soi on n'est pas obligé de lire la nouvelle pour lire le tome 3, j'aurais très bien pu lire le tome 3 et ensuite découvrir la nouvelle. Je préférais quand même lire dans l'ordre chronologique des choses et autant vous dire que c'était complètement inutile. Évidemment c'est une novella et c'est du thriller psychologique, donc là encore une fois ça se dévore, ça se lit très vite et en plus la novella je pense fait 100 de pages. Donc voilà, je l'ai lu en 1 heure et je suis très déçue de vous dire que cette nouvelle n'a aucun intérêt à être lue. J'ai malheureusement rien à en dire, ni positif, ni forcément négatif, à part le fait que ça n'a aucun intérêt à être lu. Il ne se passe rien, hormis le fait que Millie va se marier avec un personnage masculin que je ne vais pas dévoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas commencé à lire La femme de ménage mais qui voudraient le faire. Et il y a un espèce de petit mystère puisque Millie se fait harceler par une personne juste sur ce jour-là, ce jour précis du mariage.
C'est tout, c'est tout. Il ne se passe rien de plus à part le mariage, le petit harcèlement avec le méchant monsieur qui veut tuer Millie et les parents de Millie qui brillent par leur absence. C'est tout. Donc malheureusement un gros fail avec cette nouvelle. Heureusement, j'ai pas trop perdu mon temps puisqu'encore une fois, ça s'est lu très très vite. J'ai juste perdu 3 € puisque je l'ai acheté sur ma Kobo, il était à 2,99 €. Voilà. J'ai perdu 3 € et 1 heure de ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 titres que j'avais lus, découverts assez rapidement, mais en fait je me rends compte que j'en ai un troisième puisque celui-ci je l'ai lu en 2 jours et c'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Je l'ai lu puisque déjà ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma pile à lire et que je voulais le découvrir, mais aussi et surtout parce que c'était le livre choisi par le Music and Books Club pour le mois de mai justement. On devait lire un titre inspiré du folklore. Et sur la sélection que j'avais proposée, c'était celui-ci qui avait gagné. Et non seulement j'étais très contente d'enfin le sortir de ma palle, mais en plus, ça a été une excellente découverte. Dans ce roman, on va suivre 2 points de vue différents. L'un d'entre eux, c'est celui dit du fiancé. Le fiancé d'Indigo Maxwell Castañeda, une riche héritière assez mystérieuse. Le fiancé l'a rencontré il y a quelques années et évidemment est né de cette rencontre une relation amoureuse, des fiançailles, un mariage. Mais la seule condition pour qu'Indigo accepte d'épouser le fiancé, c'était qu'il ne cherche pas à creuser dans son passé. Et il a réussi à tenir sa promesse jusqu'à un certain point, puisque quelques années plus tard, Indigo reçoit une lettre de sa famille, une lettre de sa tante qui lui dit de revenir à la maison des rêves puisqu'elle est en train de mourir. Le couple va donc partir pour la maison des rêves et forcément le fiancé va se retrouver confronté au passé de sa dulcinée. Et forcément la tentation va être grande, trop grande. J'avais vu de super bons échos de ce titre et d'autres échos assez mitigés, voire négatifs, parce que le style d'écriture de l'autrice est très lyrique, très métaphorique et ça ne plaît pas à tout le monde. Et du coup j'avais un petit peu peur. Je vous avoue que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je procrastinais ce roman. En plus du fait que je trouve qu'il est assez parfait pour une ambiance automnale. Et je trouve presque dommage de l'avoir lu au printemps parce que je vous confirme, le lire en automne c'est absolument parfait. On a une ambiance assez gothique, vintage, et en plus on suit des personnages assez prétentieux. On retrouve un petit peu les vibes aussi Dark Academia, sans que ce soit du Dark Academia évidemment. Mais ce style d'écriture gothique avec des personnages assez imbus d'eux-mêmes finalement. Je vous avoue que le style d'écriture qui au début m'a perdu, je trouve que finalement c'était le style d'écriture absolument parfait pour cette histoire. Et comme la majorité des personnages de ce roman, j'ai été absolument subjuguée par le personnage d'Indigo, qui est une femme très fatale, très charismatique, envoûtante, et j'ai été moi-même envoûtée. Donc comme je vous le disais, je l'ai lu très vite, je l'ai lu en 2 jours, sur mon week-end de repos. Je n'ai fait que le dévorer. Je pouvais pas le lâcher. Si je le faisais, j'étais tout de suite tentée de replonger dans ma lecture et de poursuivre ma découverte des secrets d'Indigo. Bref, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la fin, j'ai adoré les thèmes abordés, j'ai adoré le style d'écriture, l'ambiance. Un roman absolument parfait. Et un roman que je ne peux malheureusement pas conseiller à tout le monde, justement à cause du style d'écriture de Roshani Chokshi ici. Puisque comme je vous le disais, très métaphorique, très lyrique, avec un vocabulaire très recherché et on sent vraiment le flou entre la réalité et l'imaginaire. C'est exactement le but recherché ici et ça a été incroyable. Et enfin le dernier titre que j'ai lu au mois de mai, comme je vous le disais, je l'ai terminé il y a quelques heures seulement, donc je triche un petit peu, mais là aussi c'était une lecture audio et une lecture que je n'avais absolument pas prévu de faire jusqu'à ce que je la découvre, là aussi dans la sélection du prix Babelio 2025, et cette fois-ci je crois que c'est dans la catégorie imaginaire. C'est le premier tome de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman, et je ris parce que ça a été une expérience absolument rocambolesque, mais une expérience que j'ai adoré. C'est une série qui va contenir plusieurs tomes. En français, je crois qu'on en a déjà 3 et en anglais, je crois qu'il y en a 5 qui sont déjà sortis et je me demande s'il n'y aura pas un 6e, voire un 7e tome. Bref, vous l'avez compris, j'ai commencé une nouvelle série sans forcément le faire exprès, mais j'avais trop envie d'enfin découvrir ce roman. J'en avais déjà entendu parler, mais uniquement sur le booktube anglophone et je m'étais dit, ça a l'air barré, mais j'ai pas le temps de découvrir. Et c'est vraiment quand je l'ai vu dans la sélection que je me suis dit,
ok, là il y a un fort potentiel puisque je vous rappelle que pour faire partie de la sélection, il faut avoir minimum 4 étoiles sur 5. Donc forcément il faut être très apprécié des lecteurs de Babelio. Donc là je me suis dit, ok, je suis peut-être en train de louper quelque chose. Et quand j'ai vu qu'il était disponible sur Audible et surtout quand j'ai vu les commentaires des gens qui l'avaient écouté en audio, qui disaient que le narrateur était absolument formidable, je me suis laissée tenter. Cette série, c'est un véritable objet littéraire non identifié. C'est ce qu'on appelle de la lit RPG, puisque c'est un mix en fait entre la littérature et les RPG, les jeux vidéo. Et dans ce titre-là, on va suivre Carl qui se retrouve malgré lui embarqué dans une espèce de télé-réalité absolument sadique géré par des aliens. Et si vous vous demandez comment il en est arrivé là, c'est parce que les aliens ont pris contrôle de la Terre, ont détruit toutes les constructions et donc ont tué tous les gens qui se trouvaient dans les constructions humaines, dont tout ce qui est immeubles, appartements, maisons, métro, tous les bâtiments se sont absolument écroulés, tuant leurs occupants. Et n'ont survécu que les gens qui étaient dehors à ce moment-là. Et ce qui est assez hilarant, c'est un titre vraiment très drôle. On force pas mal sur l'humour, voire peut-être un peu trop, mais moi j'ai adoré ça. Ce qui est hilarant, c'est que Carl, il s'est retrouvé dehors à 3 h du matin, quelques minutes justement avant le grand effondrement, parce qu'il essayait de récupérer le chat de son ex-copine qui s'était barré dans un arbre. Donc à ce moment-là, il s'est retrouvé en caleçon, avec une veste en cuir et des crocs roses, dehors avec le chat dans ses bras. Et c'est ainsi vêtu qu'il s'est rendu compte que les aliens ont débarqué et ont tué une grande majorité des humains. Voilà comment débute le roman. C'est absolument barré, ça donne le ton et c'est absolument génial. Pour sauver sa peau et celle de son chat, Princesse Donut, il se retrouve donc obligé de descendre au niveau inférieur puisque les aliens ont créé ce fameux jeu télévisé complètement barré qui reprend tous les codes du jeu vidéo RPG. Donc on va retrouver des caractéristiques, des statistiques, des niveaux à faire augmenter, des monstres plus dégueulasses les uns que les autres à devoir malheureusement tuer et des nouveaux succès à débloquer. C'est encore une fois absolument hilarant, c'est tordu, mais l'imagination de l'auteur est absolument folle. J'ai adoré. J'ai adoré l'histoire en elle-même, mais j'ai encore plus apprécié parce que je l'ai écouté en audio. Et je valide absolument les commentaires que j'avais lus justement et qui m'avaient incité à écouter ce livre en audio, puisque l'acteur qui lit l'histoire rend l'expérience encore plus folle finalement, encore plus drôle. Et si vous voulez savoir ce qu'il en est, je vous recommande d'aller écouter un extrait, puisque avant d'acheter un livre audio, vous pouvez toujours écouter un extrait et vous faire votre propre avis. Mais personnellement, moi qui ne suis pas très fan de livres audio, parce que j'ai toujours un peu de mal à accrocher, et moi qui ne jure que par Marie Dubled, parce que c'est la seule qui me fait vibrer avec sa voix et ce style de narration, j'ai absolument adoré l'acteur qui nous lit Dungeon Crawler Carl. C'est Sylvain Aguès, si je ne me trompe pas. Et je ne peux que valider, je ne peux que vous dire d'ailleurs que c'est le meilleur livre audio que j'ai jamais écouté. Je l'ai terminé ce matin et l'application m'a tout de suite proposé d'écouter le tome 2 qui là aussi est lu et narré par le même acteur. Donc autant vous dire que je vais pas laisser traîner longtemps la lecture du tome 2. Je vais continuer ma découverte de Dungeon Crawler Carl. Je vais continuer à descendre les niveaux avec Carl et Princesse Donut, son chat qui parle et qui est une diva absolue. J'adore ce roman. Je ne sais pas si je vais le lire le mois prochain, mais je vais continuer cette série, ça c'est sûr. Si vous aimez tout ce qui est jeux vidéo, humour et personnages complètement barrés, allez lire ce roman et surtout allez l'écouter surtout. Vous allez passer un moment excellent. D'ailleurs, je suis à ça de proposer à mes collègues de travail qu'on se fasse une soirée où on écoute ce tome 1. Ce sera une réécoute pour ma part du coup. Mais c'est tellement fou, c'est tellement drôle et c'est tellement visuel que ce serait presque comme si on regardait une série ensemble. Sauf qu'on écouterait un livre audio. Mais ce serait très drôle. Voilà ce qui conclut tout ce que j'ai lu sur le mois de mai. Un petit récap de mes challenges. Malheureusement, je n'ai rien lu pour mon challenge 2025 année de la mer. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, mais bon, j'espère me rattraper sur les mois prochains. Je crois que d'ailleurs que le mois dernier c'était pareil, j'avais pas lu quoi que ce soit pour valider ce challenge, ce qui est bien dommage. Par contre, j'ai bien lu le tome 2 de la lecture commune de l'Assassin Royal. Encore une fois, rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez lire. On démarre le tome 3 très bientôt. J'ai aussi validé mon niveau 2 du Music and Books Challenge avec La Promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Au 31 mai, j'avais uniquement entamé, j'avais lu, je crois, le prologue et le premier chapitre du roman qui avait été choisi par le Reese's Book Club du mois précédent, du mois d'avril. C'était
All That Life Can Afford de Emily Everett. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que comme j'étais en retard sur ma lecture de ce book club, je voulais garder le livre du mois d'avril et le lire au mois de mai parce que le livre choisi au mois de mai, c'est le nouveau Emily Henry et moi je l'ai lu en français. Donc celui-là, j'avais décidé d'office de le nexter, de le lire en français quand il sortira en français et de profiter de ce mois supplémentaire pour lire Emily Everett avec All That Life Can Afford, que j'ai donc commencé en mai et que je suis actuellement en train de finir. Il me reste 3 heures de lecture, je suis à 70%. Et j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus en détail dans l'update prochain évidemment puisque je ne l'ai pas encore fini. Mais là aussi, c'est une très agréable surprise. Donc j'ai pas totalement validé mon challenge du Resist Book Club, mais c'est en cours. Et décidément, le mois de mai au niveau des challenges, c'est pas trop ça, puisque vous l'avez certainement constaté, je ne vous ai pas parlé de ma relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'ai toujours pas commencé la relecture du tome 2. Et je sais franchement pas si j'arriverai à lire la série dans le temps que je m'étais laissé, puisque pour rappel, j'essaye de relire une série que j'ai commencée pour ensuite continuer avec les tomes suivants et enfin la clôturer. Et j'essaie de me faire une série par saison. Donc en hiver, c'était Les Accords corrompus de Kelly Sinclair qui est juste ici. Et j'avais réussi ce challenge pour l'hiver. Pour le printemps, je m'étais prévu donc les Chroniques de l'érable et du cerisier. Le premier mois avait été un succès puisque j'avais relu le tome 1 qui se trouve quelque part ici. Et depuis, j'ai jamais continué ma lecture avec le tome 2 qui se trouve là et les tomes 3 et 4 qui sont en haut aussi. Franchement, j'ai peu d'espoir pour terminer avant la fin du printemps puisqu'il est censé se terminer le 21 juin. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 5. Peu d'espoir, mais je vais essayer. Voilà, les Chroniques de l'érable et du cerisier, relecture du printemps, c'est mal barré. Et vous l'avez aussi très certainement constaté, mais je ne vous ai pas parlé non plus du livre que j'avais pioché dans l'update précédent. Et si je me souviens bien, le prompt que j'avais tiré au sort, c'était un achat de 2024. Et je m'étais laissé le choix entre Love Theoretically de Eliezer Wood et Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et entre-temps, j'ai décidé de plutôt découvrir celui-ci. Tout simplement parce qu'il est sorti en version poche ce mois-ci et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de le lire, même si je l'ai en grand format, mais du coup de le lire et de vous en proposer une critique, ce serait plus intéressant. Mais je me suis toujours pas lancée dans la lecture justement. Donc je vais le garder pour le mois prochain. Et c'est avec cette magnifique transition que je vais évidemment vous parler de ces lectures que j'ai prévues pour le mois de juin. Donc évidemment, Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks est devenu plus ou moins une priorité. Je vais essayer de lire le tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier. Il y a évidemment le tome 3 du cycle de l'Assassin Royal et c'est la Nef du Crépuscule. Ça me permettrait déjà de continuer la lecture commune que j'organise sur le Discord, mais aussi de terminer ma première intégrale de l'univers. Et je serais pas peu fière. En parlant de Discord toujours, je vous rappelle qu'il y a aussi un salon qui est dédié aux banned books, à ces livres que les gens qui ont du pouvoir politique ne veulent pas que nous lisions. Et on avait décidé il y a quelque temps déjà qu'au mois de juin, on lirait Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ça va être une lecture assez chill dans le sens où il n'y a pas de lecture commune imposée, proposée. Chacun va lire à son rythme. Le but c'est vraiment de le découvrir sur le mois de juin. Et pour les prochains banned books, ce sera une fois tous les 2 ou 3 mois je pense. Je veux vraiment qu'on y aille à un rythme assez calme. Et on avait choisi celui-ci puisqu'il est déjà assez court et que l'une d'entre nous l'avait déjà découvert mais n'en gardait pas forcément de souvenirs. Donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant de le lire, du coup de le découvrir pour ma part et de le relire pour d'autres personnes. Il fait un petit peu plus de 300 pages. Et je pense que ça va être assez intéressant à découvrir. Je vous mets le résumé à l'écran, comme tous les autres titres précédents d'ailleurs. Et je suis assez intriguée par ce roman, j'ai assez hâte de commencer ma lecture. Ensuite, j'ai aussi prévu de lire un sacré gros pavé. Je pense d'ailleurs que c'est le plus gros pavé de ma pile à lire, de ma bibliothèque, mais c'est un peu de votre faute. C'est celui pour lequel vous avez voté dans la dernière vidéo Book Haul. D'ailleurs, je tiens à préciser, il y a eu une égalité puisque toutes les personnes qui ont commenté ont voté pour un titre différent. Donc finalement, j'ai laissé Instagram voter et Instagram a été vraiment pas cool puisqu'ils ont décidé que je lirais Le prieuré de l'Oranger. Voilà, voilà. On est parti pour plus de 900 pages. Bon, on est presque à 1000, hein, on n'est plus à ça près. Voilà, sans le glossaire,
On est à 958 pages. Tout va bien. Tout va bien. Donc évidemment, je vais essayer de tenir ce challenge-là, mais ça va être compliqué. Pour le challenge Année de la mer, j'aimerais vraiment enfin sortir de ma pile à lire L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Il me fait les yeux doux depuis que j'ai décidé de me lancer dans ce challenge et c'est toujours pas découvert. Donc je vais essayer ce mois-ci de le découvrir, mais là encore ça paraît compliqué. Et enfin je vous affiche aussi à l'écran le titre qui a été choisi pour le Resist Book Club du mois de juin. Et je sais que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit tiens ça a l'air intéressant, ça me fait quand même pas mal penser à Watermoon, mais en plus contemporain, en peut-être plus sérieux, moins young adulte, moins cosy. Et j'avoue que ça m'intéresse pas mal. Et sans grande surprise, c'est un roman qui vient tout juste de sortir et qui n'existe pas en français. Donc encore une fois, je vais lire en anglais. Et je crois bien que c'est tout ce que je voulais lire pour le mois de juin. Évidemment, je vous garde la surprise du prochain épisode du Best of Booktube. Donc je n'ai pas inclus les titres que je vais lire dans la présentation de ma pile à lire du mois de juin. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un petit emoji avec des étoiles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!